Un vaisseau simurien vole en orbite autour de la planète. Ses occupants discutent et l'un d'eux demande pourquoi les États-Unis ne seraient pas le pays le plus puissant. Son interlocuteur lui répond certes, ils ont toute autorité, cependant le Japon possède des êtres nommés exorcistes, des êtres ayant le même genre de pouvoir que nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Spirganek et nous voilà pour le premier chapitre de JJK Mojuro ou Modulo. Qu'importe, nous allons en parler tout de suite. Le chapitre commence avec la présentation d'un des deux personnages principaux, Yuka Okotsu, la petite fille de Yuta et Maki. On la présente comme étant très proche de Yuta de son vivant, car oui, il est décédé juste après Maki. Puis on fait la connaissance de son frère Tsurugi avec qui il a un embrouille pour la bague de Yuta, celle détenant Rika. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Yuta avait offert cette bague à sa petite fille. Mais après son décès, ce qui semble être leur mère le récupère pour le donner à l'aîné de la famille, donc Tsurugi. C'est ainsi que naît donc la relation tendue entre grand frère et petite sœur. À première vue, on serait du côté de Yuta, non plutôt Yuka je veux dire, mais j'avoue qu'au fur et à mesure du chapitre, je me suis un petit peu plus attaché à Tsurugi. Quelques années après, on retrouve un homme qui est clairement un kidnappeur d'enfants. Un peu plus tard, on l'apprendra, mais autant en parler maintenant. Ces enfants sont donc kidnappés et revendus à d'autres pays pour cette nouvelle ressource qu'est l'énergie occulte. Tout cela grâce à Kenjaku. La fratrie est alors choisie pour enquêter à Kyoto, pas loin du QG des exorcistes. On leur colle un soi-disant inspecteur qui n'est autre que l'extraterrestre qu'on aurait vu au début du chapitre, appelé Maru. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu les autorisations en off avec le gouvernement japonais, ou s'ils se sont infiltrés et camouflés avec des choses, technologie, des pouvoirs particuliers, je ne sais pas. Bref, il doit les accompagner seulement pour observer. Il y a aussi des petits moments que je trouve drôles, c'est quand il se met à forcer pour avoir des réponses que normalement les exorcistes de ce monde connaissent. Ou encore quand les deux autres vont essayer de se débarrasser de lui en fuyant dans les directions opposées. Plus tard, ils arrivent à se retrouver et comprennent comment disparaissent les enfants. Et apparemment, c'est sous une forme de barrière qu'activer un pouvoir téléportant les êtres avec une faible énergie. Tsurugi se propose pour se faire téléporter, pour premièrement sauver les enfants et deuxièmement prouver sa supériorité à sa sœur. La raison pour laquelle il se fait prendre, ce n'est pas parce que son énergie est faible, mais surtout qu'il n'en a pas, parce qu'il est exactement comme Maki. Je ne sais plus comment sont nommées ces personnes-là, mais en contrepartie, il a une grande force physique. Je résume, il se fait téléporter, mais il n'avait pas prévu que ses armes ne seraient pas prises avec lui. Et c'est là que Yuka perd des points pour moi. Faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Ton frère disparaît devant toi, et toi tu t'en fous parce que il a reçu une bague des aînés de la famille. Déjà que toi-même on t'a pas écouté. Ils n'ont pas respecté la volonté de Yuta. Alors pourquoi ils devraient te le rendre juste parce que tu le veux? Bref, je m'éloigne du sujet. À première vue, son frère semble antipathique, mais on ne le connaît pas plus que ça. Alors on écoute, mais on ne juge pas. Et même si c'était le cas, ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Heureusement, Maru arrive à la convaincre. En le faisant, tu sens qu'il a un peu en lui des regrets avec son frère jumeau dont il parlait tout à l'heure. Puis il utilise une de ses capacités lui permettant de retrouver Tsurugi. J'ai pas trop compris comment ça marche, mais apparemment ça fait une sorte de balance. C'est donc ainsi qu'il se trouve dans la planque du malfaiteur. Et là, le combat s'engage. Pas celui que vous croyez, car Yuka décide de défier son frère. Mais bien sûr, allez-y! Ses enfants ne sont pas empaquetés, et le kidnappeur va rester là à vous regarder tranquillement, comme si de rien n'était. Elle se fait rétamer. Sérieux, tout ça pour ça? Et c'est là qu'elle comprend qu'il s'entraîne de manière très sérieuse à vouloir rester le plus fort. Il s'allie donc et nous avons l'occasion de voir ce qu'ils peuvent faire. Je l'ai dit un peu plus tôt, Tsuru est dans le même cas que Maki. À défaut d'avoir de l'énergie occulte, il possède une grande force physique. Et naturellement, ça doit avoir une bonne technique pour pouvoir utiliser des armes maudites. Tsuru utilise donc la technique d'épée de l'écorce de l'ombre. Et avec son épée ensorcelée, il brûle la zone entière qui détient des parchemins permettant à l'ennemi de se téléporter. Yuka, elle, avait des techniques au corps à corps qui font un peu penser à Yuji. Les mains nues. Enfin, pas tout à fait, puisqu'elle les couvre d'énergie occulte en faisant des griffes de bêtes sauvages. Juste après cet enchaînement, c'est là qu'il y a un parallèle entre les deux. Après qu'on nous ait présenté Yuka au début, qui était très proche de son grand-père, on a enfin le point de vue de Tsurugi par rapport à sa grand-mère. Elle l'a entraîné et lui a mis en tête que lui était suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de cet anneau. Malheureusement, après le décès de Yuta, il en a hérité contre sa volonté. Alors que Yuka se bat pour être la plus forte et récupérer son anneau, Tsurugi, lui, se bat pour être le plus fort et le lui rendre, car il estime n'en a pas avoir besoin. Perso, j'ai deux théories par rapport à ça. La première, c'est que tout ça n'est que du cinéma pour les pousser l'un l'autre à devenir plus forts. Et comme l'a dit tout à l'heure le malfaiteur, à leur époque, ils n'ont pas apparemment de personnages comme Yuji, Gojo et le reste pour porter la société. C'est pour les forcer ainsi à devenir les prochains Yuta et Maki. La deuxième possibilité est que Tsurugi, étant potentiellement le prochain chef de clan, et pas aussi fort que Maki ou encore Toji à leur époque, à leur apogée bien sûr, il se doit donc d'avoir Rika à ses côtés pour le protéger. J'ai même encore une troisième théorie, et qui pourrait même être très probable, c'est que le pacte qu'il y a entre Yuta et Rika est en lien avec cet anneau. Un anneau symbolisant une alliance, un mariage entre guillemets.
Et comme Rika est entre guillemets une femme, une femelle, je ne sais pas dans quelle catégorie la placer. Alors je me dis que ses capacités pourraient s'activer uniquement qu'avec des garçons. Le ravisseur se relève, mais il est rapidement mis à terre par Maru, révélant son troisième œil. Et là, il lui demande si c'est un alien. Alors là, je ne sais pas comment le prendre. De toutes les personnes qui sont bizarres dans Jijika et qu'on a vu dans Jijika, parce que le gars a un troisième œil, tu lui demandes si c'est un alien et tu es raciste. Oui, je suis raciste. En vrai, la question se posait un peu plus tôt quand il était séquestré. Il a juste fait le lien des incohérences avec Maru depuis le début du chapitre. Bon, c'est donc ainsi que se termine le chapitre, qui était, ma foi, très intéressant. Bon, pas ouf, mais très intéressant. Il y aura forcément des avis négatifs parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément contents de la fin de Jijika de base et qui ne seraient pas du tout une suite. Beaucoup vont comparer ça à Boruto, ce qui est compréhensible, mais c'est également un moyen pour eux d'augmenter les enjeux et d'aller chercher un petit peu plus loin, de raconter quelques histoires par-ci par-là. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié le chapitre ou pas, et ce que vous espérez peut-être, potentiellement. Sur ce, je vous dis à très bientôt.